À la une, les hommes de la brigade anticriminalité en grève du zèle depuis ce matin. Les policiers de la BAC protestent contre le manque de moyens suite à une agression à l'arme à feu samedi soir. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'État doit tenir ses promesses, clame-t-il. Le point à suivre. Une trentaine de spécialistes réunis à la CTG pour un colloque international sur les plantes aromatiques et médicinales de l'outre-mer. Objectif de cette 9e édition, valoriser les connaissances traditionnelles. 3 jours de conférences, tables rondes et rencontres thématiques à suivre. Enfin, la 13e édition du Festival du Conte Paul-Henri Gérard a fait étape à Mana samedi soir pour la célèbre Nuit du Conte. Une vingtaine de conteurs et d'artistes venus du Suriname, des Antilles et de la Guyane étaient présents. Reportage à suivre. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, les policiers de la brigade anticriminalité sont en grève du zèle depuis ce matin. Un silence pour exprimer un ras-le-bol face à l'absence de réponse concrète sur le manque de moyens des forces de l'ordre. L'élément déclencheur, une intervention qui a mal tourné samedi soir. 2 policiers de la BAC et un adjoint de la sécurité ont été visés par les tirs d'un individu à l'arrière d'un scooter. Les 2 hommes ont pris la fuite sans faire de blessés, mais pour les policiers, la situation n'est plus tenable. On écoute un représentant syndical du syndicat Alliance Police au micro de Caroline Alcide. Mes collègues de police secours de nuit ont voulu contrôler des individus correspondant au signalement d'auteur de vol à main armée qui s'était produit plutôt à la cité Olisette. Et lors du contrôle, les individus montés sur un scooter se sont retournés et ont fait feu sur le véhicule de patrouille sérigraphié à 2 reprises. Mes collègues et nous, en général au commissariat, travaillons avec des moyens matériels et humains qui sont inacceptables. Le ministre nous a promis des renforts, donc les collègues de la brigade anticriminalité principalement ont choisi de ne plus répondre qu'aux appels de première urgence. C'est-à-dire que de rester au commissariat et de ne répondre aux sollicitations les plus urgentes des usagers via le 17. Tout ce qui est agression, mission de différend, violence, braquage, les infractions graves, de ne plus faire de contrôle d'initiative. C'est inadmissible de voir des patrouilles de nuit composées de 2 effectifs, dont un adjoint de sécurité et un titulaire. Heureusement que cette patrouille était renforcée par un effectif de la brigade anticriminalité qui lui-même avait dû quitter son véhicule. On ne sait pas ce qu'aurait pu être le résultat final si cette patrouille avait été plus légère. On espère qu'il va y avoir une réaction forte au niveau national de notre ministre, mais également au niveau local, que le préfet va nous permettre de travailler dans de meilleures conditions en mettant à notre disposition des moyens humains et matériels. La démarche des policiers de la BAC ne fait toutefois pas l'unanimité. Pour certains, un tel mouvement fait courir un grand risque à la population. C'est notamment le point de vue d'une déléguée unité SGP. Écoutez. Unité SGP 973 ne participe pas à ce que l'on appelle la grève du zèle. Pour nous, c'est un terme très délicat pour des policiers. On a conscience des difficultés du métier. On soutient les collègues, on se soutient nous-mêmes d'ailleurs. Et il est vrai qu'on continuera à faire ce qu'on fait comme toujours, c'est-à-dire qu'on fera avec les moyens humains et matériels qu'on nous donne. Il ne faut pas que la population se sente délaissée par la police. Les policiers ne sont pas des missionnaires, bien au contraire. Si à l'heure actuelle on fait ce métier, c'est parce qu'on en a envie, parce qu'on y croit, malgré les difficultés. Mais aussi, il faut qu'à un moment, on fasse reconnaître qu'on a quand même des droits. On aspire à des réponses qui sont légitimes. Donc il faut que, à un moment ou à un autre, ça s'exprime. Il est sûr que cet événement montre une fois de plus qu'il y a un manque d'effectifs criant. Il y a des carences législatives qui font que les délinquants se trouvent en face à nous, se sentent on va dire en plein pouvoir. Les maires préparent l'opération d'intérêt national, ce grand projet immobilier annoncé par l'État pour répondre aux besoins en logement, en Guyane notamment. Les maires des 7 communes concernées se sont retrouvés samedi matin à Saint-Laurent pour lancer une conférence régulière sur la question et tenter de s'accorder sur les points à avancer face à l'État. Car s'ils sont favorables au projet, certaines questions restent encore à clarifier. Écoutons plutôt le président de l'association des maires au micro d'Elsa González. Il manque 4000 logements par an en Guyane et tous les maires de Guyane, et notamment les 9 maires concernés par l'opération d'intérêt national, sont pour l'opération d'intérêt national, donc sont pour l'OIN. Mais maintenant, il y a des problèmes qui subsistent dans certaines mairies où le périmètre n'est pas le bon, où il y a des privés qui y sont, des squatteurs, etc.
Donc il y a des problèmes à résoudre et pour cela, les 9 maires veulent être solidaires. Donc on a créé la conférence des territoires des OIN. Quel outil qu'on a à disposition? On l'a trouvé, c'est le conseil d'intérêt d'opération nationale. C'est un conseil qui va rassembler l'ensemble des maires, l'ensemble des collectivités, l'État et surtout le BTP qui a besoin de travail. Et voilà, ainsi on pourra autour de ce comité, mais travailler autour de ce conseil, travailler sur ce sujet qui demande encore réflexion. Mais il est clair que nous les maires, nous sommes pour cette OIN. Un point sur l'actualité électorale. La Chambre de commerce et d'industrie se réveillera demain avec un nouveau dirigeant, le président sortant Richard Gabriel ou son opposant Jean-Luc Davidas. En attendant les résultats, après 15 jours d'élection par correspondance, les dépouillements ont démarré ce matin dans un contexte de tension. On rappelle qu'une plainte a été déposée contre la liste du président sortant pour vol de matériel électoral et vol d'enveloppes. Nous reviendrons bien sûr sur les résultats de ce scrutin. On poursuit avec le 9e colloque international sur les plantes aromatiques et médicinales des Outre-mer qui s'est ouvert ce matin dans les locaux de la CTG. Une trentaine d'experts ultramarins ont fait le déplacement pour ces 3 jours de réflexion sur les savoir-faire traditionnels, un domaine dans lequel la transmission de l'héritage se fait de plus en plus rare. À titre d'exemple, seules 15 plantes guyanaises sont répertoriées à ce jour dans la pharmacopée. Voyez plutôt ce reportage signé Jonathan Lariot. Au premier jour de ce colloque, les visages affichent une expression sérieuse, voire même grave. Le premier sujet n'en est pas des moindres. Christian Moretti, chercheur, revient sur une étude faite il y a 25 ans sur le savoir-faire traditionnel des peuples guyanais. Les créoles de Saül étaient les seuls à connaître un arbre qu'on appelle le bois côtelette en créole. Les Palécourt, dans les années 90, ils étaient répartis dans des habitations le long de la Wanari. Et ils avaient une connaissance très approfondie de la flore et de leur environnement. Cette connaissance et ce savoir ont maintenant quasiment disparu. Et le constat est sans appel. La Guyane, comme tant d'autres terres d'outre-mer, peine à conserver la connaissance de leurs peuples autochtones. Les savoirs traditionnels sont basés sur un droit collectif, donc qui est on va dire, entre guillemets, possédé par un clan. Donc, et ça, ce n'est pas facile dans un droit commun qui est beaucoup plus individualisé. Les enjeux même des savoirs traditionnels ne sont pas simplement des enjeux financiers, mais c'est d'enjeux de survie culturelle. La question des savoirs traditionnels qu'on ne peut pas séparer justement du lien à la terre, de la culture, de la langue et autres, sont très importants. Les sociétés pharmaceutiques internationales, les institutions qui s'occupent de cela ou les politiques publiques qui doivent être mises en place doivent aussi inclure cette approche globale. Le CIPAM, le colloque international sur les plantes aromatiques et médicinales, a posé ses bagages en Guyane pour sa 9e édition. Et la question du développement de la pharmacopée à travers la relation entre la médecine traditionnelle et moderne est au cœur des débats. On a voulu mettre en avant la possibilité et la nécessité de travailler ensemble au niveau des différents types de médecine et pourquoi pas intégrer les plantes médicinales locales dans les centres de santé à travers des jardins, diffuser le savoir. Parce que vous savez, le savoir, il s'est toujours diffusé, il s'est toujours échangé et c'est ça qui fait qu'il survit. Et actuellement en Guyane, malheureusement, on a beaucoup de connaissances traditionnelles qui tombent dans l'oubli. Donc c'est nécessaire de les protéger, mais c'est aussi nécessaire de les diffuser, de les échanger et de les développer. Parce que c'est des savoirs qui sont en permanence en construction et en reconstruction. Aujourd'hui, seulement 15 plantes guyanaises sont reconnues en tant que plantes médicinales au niveau national, avec une forêt tropicale d'une surface de près de 90 000 km². Ce nombre reste très léger. La collecte se poursuit pour venir en aide aux sinistrés de l'ouragan Matthew en Haïti. Le dernier bilan s'élève à 473 morts et au moins 1 million de personnes nécessitant une assistance d'urgence. Depuis le 21 octobre, les bénévoles de l'association Collectif Guyane se relaient pour recueillir les dons des Guyanais. Installés dans l'angle des rues l'Alouette et du 14 juillet à Cayenne, ils stockent denrées alimentaires en conserve, eau et produits d'hygiène. On écoute plutôt le président de l'association au micro de Jonathan Lariot. Les gens ont un grand besoin, donc nous sommes solidaires avec eux. Des denrées alimentaires, des kits d'hygiène, donc un peu de tout. On demande pour pouvoir préparer des kits et arriver sur place en Haïti pour pouvoir donner aux gens, pour les aider. Et on demande aussi de l'eau.
Donc, parce qu'il y a le choléra qui fait ravage dans le pays, donc on a besoin de tout ça pour pouvoir soulager les gens. Même si on ne va pas résoudre leurs problèmes, mais au moins ils seront soulagés pour un peu de temps. Au moment de l'arrivée du conteneur, une équipe partira de la Guyane pour pouvoir réceptionner là-bas et puis accompagner les acteurs de la solidarité là-bas pour pouvoir assurer la distribution. Nous serons sur place. Les gens nous ont amenés et ensuite les associations aussi d'entraide et d'humanitaire ici en Guyane se joignent à nous pour pouvoir faire des actions devant les supermarchés. Tout ce week-end-là, on était là, on a collecté des choses et ces choses-là, on est en train de les conditionner pour pouvoir les faire partir sous. En Martinique, de nombreuses actions ont été proposées vendredi aux élèves du collège Vincent Placoli de Schœlcher en écho à la journée nationale contre le harcèlement à l'école, entre séances d'information sur les professionnels pouvant aider en cas de problème et rencontres avec des avocats. C'est tout un système de protection qui était présenté à ces adolescents. Voyez le reportage de Guy Raphaël René. Selon les statistiques, un collégien sur 10 serait touché par le harcèlement, un chiffre auquel cet établissement n'échappe pas. Personnellement, j'ai pas vraiment été harcelée. Par contre, j'ai une camarade de classe qui l'était parce que elle avait elle-même un comportement qui ne pouvait pas plaire à tout le monde. Et en retour, il l'insultait énormément, il la poussait, il la griffait aussi. Moi, ça m'a fait pas mal de peine pour elle. Je lui ai dit, va voir la professeure principale, parle-lui, parce que ça peut pas continuer comme ça. Il faut que tu t'exprimes, il faut que tu le dises parce que c'est important. Si tu réagis pas, ça va continuer encore et encore. Pour briser la loi du silence, depuis quelques années, l'établissement met en place des actions afin de prévenir le phénomène. Aujourd'hui, pour le lancement de la journée nationale contre le harcèlement, les élèves ont rencontré 2 avocates de la chambre de médiation pour apprendre à devenir médiateurs à leur tour. Je suis venue vous présenter ce qu'est la médiation scolaire. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu ce que c'est que la médiation scolaire ? Vous avez déjà une idée de ce que c'est ? L'essentiel, c'est que l'on puisse avoir des élèves capables de prévenir une situation de harcèlement, d'apporter des solutions à une situation de harcèlement posée. Et l'objectif aussi, c'est de faire intervenir des élèves auprès de leurs pairs. Dans cette autre salle, un atelier a permis aux élèves de répertorier les différents métiers qui peuvent aider à lutter contre le harcèlement. Nous, on fait le gardien de la paix. C'est pour... on explique en fait à quoi il sert dans la vie de tous les jours, en quoi il peut nous aider dans la lutte contre le harcèlement. De telle sorte que tous les élèves du collège puissent ensuite avoir accès à ces différents métiers, à ces différents professionnels vers lesquels ils peuvent se retourner, vers lesquels ils peuvent s'orienter pour pouvoir avoir de l'aide en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est-à-dire qu'ils soient victimes, qu'ils soient témoins. Mobiliser les élèves, les parents, former les personnels, des actions qui font partie d'un plan plus large qui sera déployé dans l'établissement tout le long de l'année scolaire. Par exemple, la BPDJ, la Brigade de prévention de la délinquance juvénile, qui vient parler aux élèves de conséquences au niveau juridique, au niveau du respect de la loi. Parce que c'est un délit, le harcèlement, qui est puni par la loi. Donc il était important que les élèves puissent avoir ces informations, qu'ils puissent mieux gérer leurs relations sur les réseaux sociaux. Alors, c'est très important. Et puis nous avons des vidéos, des débats qui sont organisés au sein des classes, de façon à toujours maintenir ce niveau de vigilance au niveau de l'établissement scolaire. Madame la rectrice a demandé à ce qu'il y ait un référent harcèlement dans chaque établissement, une personne qui va s'occuper en priorité de cela. Il est demandé que dans chaque établissement, il y ait un plan de prévention du harcèlement. Sur l'Académie Martinique, 33 situations de harcèlement ont été détectées en 2015 contre 37 en 2014. Si les filles sont plus souvent harcelées que les garçons, parmi les principaux motifs sur 100 situations signalées, 47% sont liés à l'apparence physique. Direction la Guadeloupe à présent, où le promoteur immobilier Sem Samar s'engage auprès de la jeunesse. Il a présenté la semaine dernière son opération Sem Tarout, un dispositif d'accompagnement qui devrait permettre à 8000 jeunes de trouver un emploi. Les détails avec Patrick Curie et Nathalie Dinan. Sem Tarout, le dispositif d'insertion des jeunes résidents de la Sem Samar, a été lancé à Petit-Bourg avant d'être étendu à toute la Guadeloupe. Après 1 an et demi d'expérimentation réussie à Saint-Martin,
le bailleur s'engage. Au-delà de la problématique du logement, qui est une vraie problématique pour les familles notamment défavorisées, il y a surtout la problématique d'emploi, d'insertion et singulièrement de nos jeunes guadeloupéens. Donc c'est en ce sens que le dispositif Semtarout, qui a fait ses preuves expérimentalement à Saint-Martin depuis 18 mois, aujourd'hui nous sommes prêts à le dupliquer, à le mettre en œuvre sur le territoire de la Guadeloupe. C'est avec plaisir qu'en tant que maire, nous accueillons que nous soyons commune pilote sur la Guadeloupe et avec ce dispositif, ces engagements sur le plan social, de l'éducation, de la formation, cette implication ne peut être qu'une bonne chose et en phase avec les différentes politiques d'insertion que nous mettons en place sur le territoire de Petit-Bourg. On a un certain nombre de chantiers et autres, donc il faut qu'il puisse y avoir une synergie. C'est donc permettre aux jeunes résidents d'accéder à une insertion ou une formation professionnelle et pourquoi pas accéder à un emploi pérenne. Il y a l'aspect insertion professionnelle, mais il y a l'aspect également culture, sport, que nous avons également expérimenté à Saint-Martin et nous avons vu effectivement émerger des potentialités des jeunes qui étaient capables demain de pouvoir animer, de pouvoir encadrer d'autres plus jeunes, des jeunes de 18, 25 ans, 18, 30 ans, pouvoir devenir des animateurs sportifs, voyez, et pouvoir justement permettre de trouver une possibilité en tout cas d'insertion ou d'emploi dans ces domaines-là. Du côté du bailleur, tout comme du côté de la municipalité, on espère que cette lutte contre l'oisiveté va contribuer à baisser les actes d'incivilité et de délinquance dans ces mêmes et aux abords de ces résidences. Nous avons adhéré à ce principe puisque cela permettra d'intervenir pour les personnes les plus défavorisées, les accompagner, faire en sorte qu'en termes d'insertion, en termes d'emploi, en termes de formation, nous prenons beaucoup d'initiatives et d'ailleurs dans les semaines à venir, on va lancer un certain nombre de chantiers sur Petit-Bourg, toujours dans cette démarche d'aménagement, de créer de l'activité, mais ainsi permettre leur insertion. Près de 8000 familles sont concernées par cette initiative, en partenariat avec un tissu d'associations de locataires importants, de partenaires qui œuvrent dans le cadre de la cohésion sociale et un partenaire institutionnel fort. Bien entendu, un budget conséquent est alloué pour mener à bien toutes ces actions. Retour chez nous, les Yanadokos se sont envolés ce matin pour Haïti. La sélection Guyane de football s'apprête à jouer contre les Grenadiers mercredi dans un match décisif pour la participation de la Guyane à la Gold Cup. 7 joueurs sont partis de Félix Eboué ce matin, tandis que 11 autres quittaient Paris pour rejoindre Port-au-Prince. Le sélectionneur Jair Karam a répondu aux questions de Karun Alcide. Qui vit bien maintenant depuis 6 mois. Donc au fur et à mesure, des repères et des automatismes sont créés. Maintenant, la cohésion existe, la dynamique par la victoire, elle existe aussi, elle est présente. On sait ce qu'on a à faire, donc vous savez, vous n'avez pas vraiment besoin il n'y a pas de préparation spécifique. La préparation se fera 48 heures avant le match et puis au fur et à mesure, on montera à crescendo pour jouer devant l'équipe d'Haïti. On va jouer sur nos valeurs. Il y a pas, vous savez, on a déjà un avantage psychologique sur eux parce qu'on a battu l'équipe de Saint-Kitts par 1-0, donc nous sommes quand même en tête de ce classement. On sait que pour nous qualifier en Haïti, à Miami, à la Gold Cup, il faudra battre cette équipe d'Haïti en Haïti. C'est eux qui auront la pression, nous on n'a rien à perdre. Les joueurs savent qu'il y a quelque chose de beau à l'issue de ces 90 minutes. Ça attend à cette pression qui soit constante et énorme, surtout avec le soutien populaire derrière. Mais nous, mentalement, on est assez costaud, on est préparé pour ce type d'événement. Et puis on sait ce qu'on a comme objectif, il est clair depuis le départ, c'est aller à la Gold Cup. 8e match de cette campagne. On a toujours dit que l'objectif c'était d'aller à Miami et que derrière il y avait des étapes intermédiaires. Donc ils savent très bien que tout ce qu'on a fait en amont servira de repère, mais que ce n'était pas l'objectif final. L'objectif final reste cette qualification à Miami. Donc le boulot, le job il n'est pas fini, le job il sera fini après notre victoire mercredi soir devant Haïti. Il n'y aura pas de match nul. En cas d'égalité, on ira aux prolongations, ensuite au tir au but. Voilà, il n'y a pas de match nul pour départager les équipes. On termine ce journal avec la 13e édition du Festival du Conte international Paul-Henri Gérard qui s'est arrêté à Mana pour la Nuit du Conte samedi dernier. Une vingtaine de conteurs et artistes des Antilles-Guyane, du Suriname et d'Afrique se sont relayés sur scène avec de belles histoires d'ici et d'ailleurs. Elsa Gonzalez. Avec plus de 10 conteurs, les histoires et les contes se succèdent tout au long de la soirée. Cette jeune femme, originaire de Mana, est venue interpréter ses textes « Cogne » et « Papa, maman ». Cogne la pluie, le vent, la mer, cogne l'air, les étoiles.
Ce sont des histoires, on est dans de la narration, ça c'est sûr. Et la première histoire, c'est sur les violences faites aux femmes. Et la deuxième, c'est un peu sur le rôle de chacun dans la société, puisque dans la thématique, ce sont les bons comptes font les bons amis. Et j'essaye de montrer que si on se comporte pas bien les uns avec les autres, aussi bien les parents avec les enfants que les citoyens, le président avec ses citoyens, les choses ne pourraient pas aller. À travers chaque conte se cache un message. Raconté par les anciens aux enfants, le conte est un patrimoine culturel qui se doit d'être pérennisé. C'est l'objectif de Zigzag Prod, organisateur de cet événement. Ça sert à aider les enfants à connaître ce qui se passait avant dans le pays. Parce qu'avant, on n'avait pas ni la télévision, ni la radio. C'était notre distraction. Dès dans l'après-midi, on a fini de se laver, on se rassemble, assis sur un petit banc avec la fumée, et puis on raconte les contes. Le conte lui-même, les anciens nous disent que le conte c'est l'école de la vie. Et donc si à partir du conte on peut enseigner, transmettre à nos enfants, écoutez, c'est la meilleure des choses. Une envie de transmettre partagée par la commune de Mana, avec des artistes de renom tels que Francky Vincent et Gilles Daré, mais aussi des conteurs du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour la population de rencontrer et de découvrir l'art de la parole. Ça fait venir du monde de tous les coins de la Guyane, parce que le conte est universel, mais dans toutes les sociétés un peu comme les nôtres, bâties à partir de l'esclavage, la parole, l'expression de la parole est très importante. Donc le conte a toujours été vivace chez nous. Et là maintenant, avec quasiment cette manifestation qui pérennise le conte, qui popularise le conte, beaucoup de jeunes autour de moi se remettent à aimer le conte et même chercher à devenir conteurs. Le festival continue aujourd'hui et demain dans les communes de Saint-Laurent-du-Maroni et d'Awala, Yalimapo. Ainsi s'achève votre journal. À retenir ce soir, les hommes de la brigade anticriminalité en grève du zèle depuis ce matin. Les policiers de la BAC protestent contre le manque de moyens suite à une agression à l'arme à feu samedi soir. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'État doit tenir ses promesses. Une trentaine de spécialistes réunis à la CTG pour un colloque international sur les plantes aromatiques et médicinales de l'outre-mer. Objectif, valoriser les connaissances traditionnelles. Enfin, vous venez de le voir, la 13e édition du Festival du conte Paul-Henri Gérard a fait étape à Mana samedi soir pour la célèbre Nuit du conte. Une vingtaine de conteurs et d'artistes venus du Suriname, des Antilles-Guyane et d'Afrique se sont suivis sur scène. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne bougez pas, tout de suite le journal de TF1 puis vos programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée à vous, à demain même heure.